Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. En Bonjour à attendant tous. que tout le monde puisse nous rejoindre, je vous invite à découvrir un petit sondage qu'on vient de mettre en place. Dans le bas de votre écran, vous allez voir un petit onglet sondage qui nous permettra de savoir quel est votre régime fiscal, si vous le savez, peut-être, on espère. Voilà, on vous propose de remplir ça histoire qu'on puisse savoir un peu mieux qui vous êtes et à quel régime fiscal vous avez choisi d'adhérer. On est d'ores et déjà 80 participants. Il y a plus de 200 inscrits. Je vois que tout le monde est en train de renseigner tout ça. En attendant, je vous présente le co-présentateur de ce webinaire, donc Arnaud Gaillot, le fondateur de Clover. Je te laisse la Bonjour à parole tous. pour te présenter. Bonjour à tous, je suis Arnaud Gaillot, cofondateur de Clover. On accompagne des milliers de propriétaires sur leurs déclarations fiscales, les simulations et différents appels ou questions que vous pourriez avoir sur la fiscalité des investisseurs immobiliers. Merci Arnaud. Donc, on va démarrer. Je vous souhaite à tous la bienvenue donc, sur ce webinaire co-organisé par Cocooner et Clover. Donc, en tant que président de Cocooner et Book & Pay, je suis très heureux que vous ayez été si nombreux à vous inscrire pour assister à cette session. Un super engouement qui nous a conduit d'ailleurs à ouvrir une nouvelle session la semaine prochaine, qui est déjà complète également. Il faut dire que le sujet a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines et suscite sans aucun doute beaucoup de questions et pour certains sans doute des inquiétudes. Donc avec Arnaud Gaillot, fondateur de Clover, qui est donc spécialiste de la fiscalité du meublé, nous allons en effet passer en revue le cadre fiscal du meublé de tourisme en insistant bien évidemment sur les nouvelles règles fiscales qui sont prévues pour 2025. Nous avons également fixé un angle à cette discussion qui ne vous aura pas échappé puisque nous souhaitons évoquer avec vous les opportunités qui pourraient se présenter du fait des changements à venir concernant notamment la baisse des abattements. On le sait, plus de 80% des loueurs de meublés choisissent le régime fiscal du micro-BIC afin de bénéficier des abattements forfaitaires liés à l'activité de meublé de tourisme. Mais il est fort probable que vous puissiez peut-être reconsidérer votre choix et que vous basculiez très rapidement vers le régime réel, bien plus avantageux encore que le micro-BIC actuel. Le micro-BIC, on le sait, c'est facile, mais le régime réel, c'est tout de même beaucoup plus intéressant. Donc, avec un partenaire comme Clover, que nous vous présentons aujourd'hui, ils pourront vous aider à gérer vos déclarations. Ce n'est pas si difficile à suivre, n'ayez crainte. En tout cas, on va découvrir tout ça pendant la session. Alors, quelques informations, quelques rappels pour ceux qui ne seraient pas habitués au webinaire. On a prévu une durée de session d'environ 1 heure. Elle sera également accessible en différé ou en replay si vous préférez. Donc, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout ou si vous souhaitez revenir sur ce qu'on se sera dit, n'hésitez pas, ça sera possible de ne rien manquer de tout le contenu. Ce soir, plus de 200 participants. C'est pour cette raison que nous avons coupé tous les micros et que vous ne pourrez pas donc directement poser des questions à l'oral pour éviter bien évidemment la cacophonie ambiante habituelle d'un chat ou d'une visio. Donc par contre, nous vous invitons à poser vos questions par écrit en utilisant le chat qui est sur la droite de votre écran. Pendant qu'Arnaud vous déroulera la présentation, on aura vos questions qui apparaîtront. On en récupérera sans doute quelques-unes. Il y en aura peut-être un certain nombre qui seront communes entre vous. Et puis, nous tâcherons d'y répondre pendant la session ou à la fin de la session. Donc, si certaines questions n'étaient pas abordées, et si vous avez des questions en particulier, eh bien, nous vous mettrons également un petit lien vers un formulaire qui vous permettra de poser directement vos questions à la fin du webinaire. Voilà, j'espère que le cadre est à peu près clair. Merci encore de votre participation. Bon webinaire à tous et je laisse maintenant à Arnaud la main sur la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Merci à tous pour votre présence et merci pour les
les réponses au sondage. Donc là, on a quasiment plus de 45% qui sont au réel et 30% au micro-BIC. Donc là, la formation le webinaire va vraiment concerner tout investisseur immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble pendant l'heure qu'on a ensemble? On va voir les fondamentaux de la fiscalité locative. Donc, on reprendra les différents principes meublés, non meublés, micro et réel BIC ou en SCI. On va voir également les différents points de la réforme fiscale 2025 qui arrive à grands pas. Aujourd'hui, beaucoup de textes ont été adoptés par le gouvernement. Donc, à partir du 1er janvier 2025, il va y avoir des changements. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de sensibiliser sur cette réforme, de répondre à toutes vos questions, mais surtout, ça va être de venir challenger votre situation fiscale. Ce qui fonctionnait bien il y a quelques années ne fonctionne plus forcément bien aujourd'hui, donc il faut venir changer cette situation pour les prochaines années. On va également voir comment on peut ensemble répondre aux différentes attentes fiscales, problématiques et questions que vous pouvez avoir. Et puis enfin, on a fait une synthèse, un récap sur les bonnes pratiques fiscales pour louer donc en courte durée en 2025. Donc principalement focus uniquement sur la location courte durée. On a un petit disclaimer avant d'aller plus loin sur la présentation de l'agenda. Là, toutes les informations qui sont fournies dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être susceptibles d'évoluer. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'on ait un coût de 49,3 avant la fin de l'année, ou que certains ajustements fiscaux puissent venir s'ajouter à ce que vous allez voir ici. Donc là, on est sur la version la plus à jour par rapport au dernier texte de loi, mais ces informations restent quand même à garder avec précaution, et donc il est interdit de les reproduire ou de les diffuser ou de les transmettre sans notre autorisation. Donc, merci pour donc, on va voir aujourd'hui comment transformer la réforme fiscale de la location courte durée en une opportunité. On reprend les fondamentaux de la fiscalité locative. On va distinguer finalement 3 grands cas. On va distinguer le premier mode d'exploitation qui va être la location nue. Donc là, on est soumis au revenu foncier. Aujourd'hui, lorsqu'on fait la location courte durée, on est obligé de mettre des meubles. Donc finalement, nous, en tant que propriétaires, on va surtout être concernés par les revenus de la location meublée. Donc c'est le revenu de la location BIC. C'est les bénéfices industriels et commerciaux. Donc aujourd'hui, vous, en tant que propriétaire, si vous détenez le bien en direct, donc il n'y a pas de détention via une société ou une SCI, par exemple, vous, en tant que propriétaire, si vous êtes au régime micro-BIC, on voit qu'il y a quasiment 30% de l'audience aujourd'hui qui est au micro-BIC. Aujourd'hui, vous faites votre déclaration fiscale en autonomie. Vous n'avez pas besoin de comptable. Vous prenez le montant des revenus locatifs et vous venez l'ajouter sur votre déclaration fiscale. On a une deuxième catégorie qui est le LMNP au réel. Donc là, aujourd'hui, c'est un des régimes fiscaux qui va être le plus avantageux, mais il va nécessiter certains calculs un peu plus complexes et surtout de produire une déclaration fiscale complète avec un bilan, un compte de résultat et des annexes. Et là, souvent, le propriétaire va avoir besoin d'un comptable. Et donc, c'est là où on va venir vous apporter une solution. L'autre cas, c'est les propriétaires qui ont acheté via une structure, donc via une SCI, SARL de famille ou une autre société. Tous les propriétaires qui aujourd'hui ont un bien via une SCI, si la SCI est à l'IR et que vous faites de la location meublée dans cette société à l'IR, vous basculez automatiquement en SCI à l'IS. Donc, si vous êtes en SCI à l'IR, vos revenus vont être des revenus fonciers. Et si vous faites de la location meublée dans une structure société, là, vous allez être soumis aux revenus, à la fiscalité des sociétés. Et donc là, en tant que propriétaire, vous allez avoir besoin d'un comptable. Donc voilà les trois grands régimes fiscaux sur lesquels on est confronté. Donc si on résume, c'est nu ou vide, donc c'est le mode d'exploitation. Et on va également avoir une distinction sur le mode de détention. Donc si je détiens en direct ou via une structure. Là, on va se concentrer aujourd'hui sur l'allocation, la fiscalité du meublé. Donc on va avoir 2 grands régimes.
c'est le régime micro-BIC et BIC réel. Donc, le régime micro-BIC, vos revenus sont aujourd'hui taxés entre 29 ou 70% de vos revenus locatifs bruts parce que vous bénéficiez d'un abattement qui est entre 30 et 71% en fonction de votre situation, qu'on va voir sur la slide suivante. Et donc, ces revenus, cette base imposable, elle va être imposée à votre taux marginal d'imposition, donc qui est souvent entre 0 et 40%. Plus, vous allez devoir ajouter la CSG-CRDS, donc les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2%. Donc, au régime micro, souvent, si le propriétaire a un taux marginal d'imposition de 30%, bah, vous êtes imposé à 47,2% de vos revenus. Alors qu'au BIC réel, la grande différence va être que vous allez pouvoir déduire l'intégralité de vos charges liées à l'activité de location meublée, plus déduire des amortissements comptables. Donc, c'est-à-dire que tous vos frais, en fait, sont déductibles. Donc, les frais de gestion, les frais de certains travaux, les frais de conciergerie que vous auriez, tout va être déductible et venir baisser votre assiette fiscale. Il y a également un des grands avantages du LMNP au réel, ça va être de pouvoir déduire les frais d'acquisition. Quand on parle de frais d'acquisition, on va parler des frais de notaire, des frais d'agence que vous auriez pu avoir au moment de l'acquisition. Et donc aujourd'hui, l'administration fiscale vous donne la possibilité de venir déduire soit en charge tous ces frais d'acquisition ou de les passer en amortissement. Là, l'intérêt de pouvoir déduire tous ces frais de travaux, frais de notaire, d'agence ou frais d'intermédiaire que vous auriez eu dans la mise en place de votre projet, ça va vous permettre de générer un déficit sur les premières années. Et quand on ajoute les frais de notaire ou les frais d'agence, on se retrouve vite déjà à avoir des charges déductibles entre 10 à 15% du prix d'acquisition et donc de pouvoir créer un déficit sur les premières années. Et donc, généralement, on se rend compte que dans 90% des cas, les propriétaires qui sont au régime micro, en basculant au régime réel, voient leur imposition diminuer entre 500 à 2000 euros par an grâce à l'adduction de tous ces frais réels et de l'amortissement qui est calculé par le comptable. Donc là, l'idée aujourd'hui de ces deux options, c'est vraiment vous, quelle option fiscale vous utilisez et de venir challenger votre situation sur le régime le plus adapté à votre situation. On y vient. Donc là, quels sont les grands points de la réforme fiscale? Principalement, on va voir qu'elle concerne la location courte durée. Donc, dans quel cas je vais devoir venir challenger ma situation? Donc là, on vous fait un petit résumé de la réforme fiscale de la location meublée en 2025. La réforme 2025, elle est liée à des discussions qui datent depuis quasiment avril 2023, avec une volonté de venir réformer la loi, la fiscalité à la location courte durée. Et donc, on a vu émerger des lois anti-Airbnb, avec différents allers-retours, des propositions concernant uniquement la location courte durée. On a même vu énormément de propositions, finalement, de venir réformer la totalité de la fiscalité du meublé dans son ensemble, donc également la location meublée classique. Finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc là, depuis le 21 novembre, il y a eu des textes qui ont été votés et mis à jour. Donc, le dernier texte à regarder en tant que loueur meublé, ça va être l'article 50.0 du Code général des impôts qui a été mis à jour et qui sera applicable à partir du 1er janvier 2025. Avec la volonté, finalement, c'est de réaligner les intérêts, de réaligner la fiscalité, de la location meublée courte durée sur la fiscalité des revenus fonciers. Aujourd'hui, on avait un déséquilibre en fait entre la fiscalité courte durée qui était beaucoup plus avantageuse que la fiscalité du foncier, et donc les objectifs de ces travaux et de ces lois, c'était de réaligner ce désalignement fiscal. Donc les points à retenir de la réforme fiscale 2025. Là, ici, on vous a préparé un décryptage de la loi finance, donc du PLF 2025, donc c'est le budget 2025 dont une partie a été votée.
Une autre partie reste encore à voter avant la fin de l'année. Mais aujourd'hui, sur les instruments fiscaux et les instruments donnés aux collectivités a été voté le 19 novembre 2024. Et donc là, on y voit plus clair. Et tout ce que vous voyez ici a été voté et validé par le gouvernement. Donc, les grands points à retenir, c'est que entre avant le PLF 2025 et après le PLF 2025, sur la location meublée classique à MNP, pas de changement. Là, ici, ce décryptage, c'est uniquement pour les propriétaires qui seraient au régime micro-BIC. Donc, pour les propriétaires au micro-BIC, si vous faites de la location meublée classique, pas de changement en termes de seuil et d'abattement. Là où les choses vont se complexifier et où il va y avoir des impacts en termes déclaratifs, c'est le point numéro 1. Donc, tous les propriétaires qui font de la location de meublés de tourisme où leur logement n'est pas classé, je viendrai sur la notion de classement ou pas. Donc, ces propriétaires-là qui faisaient de la location donc courte durée et qui utilisent le régime micro-BIC, si vos revenus dépassent 15 000 euros, vous ne pourrez plus rester au micro-BIC et vous allez dans l'obligation de basculer au régime réel et donc de faire une déclaration fiscale. L'abattement qui avant était de 50% est descendu à 30%, ce qui veut dire que finalement vous allez être imposé sur 70% de vos revenus. Et dès que vous faites plus de 15 000 euros de recettes locatives brutes, vous basculez immédiatement au régime réel. Voilà le premier point. La notion de classé ou non classé. En tant que propriétaire, et vous faites de la location de meublés de tourisme, vous avez la possibilité de classer votre logement. Donc, c'est un organisme de classement souvent qui existe au niveau de la commune dans laquelle vous détenez votre bien. Donc, ce classement, c'est un organisme, souvent une association à but non lucratif, qui vient classer votre logement, vous accorder des étoiles. Et ce classement vous permet, finalement, d'avoir un avantage sur les plafonds et les seuils d'abattement. Va également vous permettre d'avoir une exonération de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et d'avoir aussi une diminution sur les taxes de séjour. Et de faire également classer votre logement permet de le faire référencer souvent dans les offices de tourisme dans les communes. Donc, si votre logement aujourd'hui, en 2025, le 1er janvier 2025, il est classé, l'abattement sera de 50% au lieu de 71% et descendra, le plafond descendra à 77 700 euros au lieu de 188 700 euros. Au-delà, vous devez basculer au régime réel. On a vu énormément de discussions sur des distinctions entre les logements classés en zone rurale ou classés zone tendue. Il s'avère que dans les derniers textes de loi, donc cette fois votés et inscrits dans le Code général des impôts, il n'y a plus de distinction de zonage. Donc finalement, qu'on soit en zone tendue ou rurale, il n'y a plus de différenciation. Ce qui fait la différence, ça va être que votre logement soit classé ou pas. On a également vu une modification sur les chambres d'hôtes. Donc les chambres d'hôtes jusqu'à 2025 bénéficient d'un plafond et un abattement de 188 700 euros et un abattement de 71%. Les chambres d'hôtes vont voir leur plafond descendre à 77 700 euros et un abattement de 50%. C'est-à-dire que vous allez voir 50% vous allez payer de l'imposition sur 50% de vos revenus locatifs. Donc c'est là où la question de venir finalement basculer au régime réel et d'intégrer toutes ces charges, ces amortissements se pose. Et donc la seule solution, ça va être de venir faire des simulations. Pour la para-hôtellerie, pas de changement. Donc là, l'avantage fiscal pour la para-hôtellerie reste à 71% jusqu'à 188 700 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà pour les grands changements pour le micro. Donc les points à retenir. Si on résume ensemble, on va avoir 3 grands points. Donc le premier, ça va être que toutes les locations courte durée non classées finalement sont logées à la même enseigne, qu'elles soient en zone tendue ou en zone rurale, avec un abattement de 30% et un seuil au micro qui descend à 15 000 euros.
Donc là, on voit clairement l'intérêt finalement de faire venir classer son logement pour venir bénéficier d'un abattement un peu plus élevé, donc 50% jusqu'à 77 700 € de revenus locatifs pour rester au microbique. Donc finalement, quel va être le principal impact de cette réforme? Ça va être l'intérêt de passer au régime réel dès janvier 2025 et de faire classer son logement devient de plus en plus évident. Donc toute cette modification sur le régime microbique, sur la location courte durée, finalement, elle vient à renforcer des outils de régulation sur les meublés de tourisme à l'échelle locale et donc donner des armes supplémentaires pour que les communes puissent davantage contrôler et réguler la location courte durée. Arnaud, je peux t'interrompre? Oui, avec plaisir. Merci. On a déjà quelques petites questions. Je te propose qu'on puisse en passer quelques-unes. Si tu es d'accord? Avec plaisir. Alors, il y en a une que je me posais également puisque je t'ai entendu en même temps. Et un de nos auditeurs nous demande si le logement est classé. Tu as dit qu'il n'y avait pas de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est ça. Aujourd'hui, la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais pour les résidences secondaires, elle est encore active, sauf si votre logement est classé. Il existe également aussi une autre technique. Oui, je suis sûr. Oui. Ok. Parce que c'est un vrai sujet pour beaucoup de nos propriétaires. C'est ça. Par contre, il y a la condition. Il y a aussi un deuxième point concomitant, c'est à la condition que le logement ne soit pas utilisé par le propriétaire. Oui, ne serait-ce qu'une nuit. Voilà, exactement. Ils ont d'ailleurs ajouté d'autres conditions. C'est ça. Que le logement ne soit pas utilisé, qu'il y ait un mandat exclusif, donc par exemple avec une agence de cocooner, conciergerie, ou une conciergerie, et également que le propriétaire puisse affirmer qu'il n'a plus les clés de son logement et qu'il ne peut plus s'y rendre. Ça, c'est un peu nouveau et ça vient de sortir. Mais ça devient très très dur de ne plus payer la taxe d'habitation. C'est pour ça que je réagis sur ce point, parce qu'on a de plus en plus de difficultés avec l'administration fiscale concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour leur faire entendre que nos clients, nos propriétaires ne devraient pas avoir à la payer. Donc ce point-là du logement classé qui permettrait aussi l'exonération est une nouvelle info. Et c'est pareil souvent. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit d'ailleurs, je vous confirme que notre logement est classé et nous payons une taxe d'habitation. Alors, est-ce que vous en je permets de rebondir, Antoine. La question, faut venir contester la déclaration, l'avis auprès de l'administration fiscale en vraiment précisant l'avis de classement et également d'indiquer qu'on n'utilise pas le bien à titre personnel. Exactement. Ça me paraît essentiel. Donc, il y a évidemment la CFE à régler quand on fait de la location meublée. Une autre petite question, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Quelqu'un nous demande, la déduction des frais d'acquisition n'est possible que si l'achat du bien s'est fait durant l'année fiscale N. Exactement. C'est sur la première année, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, c'est une très bonne question et c'est ce qu'on va appeler, on y reviendra dans les bonnes pratiques, c'est l'immatriculation, la déclaration d'activité. Donc en fait, tout propriétaire qui fait de la location meublée, qu'on soit au régime microbique ou au régime réel, doit s'immatriculer et obtenir un numéro de SIRET. Ce numéro de SIRET, il est généralement, soit on le fait dans les 15 jours de l'acquisition, soit dans les 15 premiers jours de la mise en service, donc de la mise en location. Et le fait d'avoir ce numéro de SIRET va vous permettre de venir déduire les frais d'acquisition. Et c'est aussi pour cette raison qu'on arrive dans certains cas, des propriétaires qui n'auraient pas eu ce numéro de SIRET, mais qui louent depuis 1 ou 2 ans, voire jusqu'à 3 ans, louent, et ils n'ont pas eu leur numéro de SIRET. Donc on arrive à régulariser leur numéro de SIRET. Et on arrive également à venir déduire les frais d'acquisition parce qu'on revient en arrière sur la date de mise en service.
Donc, ce qui est vraiment important et Il faut que ce c'est soit vraiment concomitant. exactement. C'est très important d'être concomitant. OK. Peut-être une dernière avant de repartir. Allez-y. Quelqu'un qui nous demande, mon comptable me fait amortir la valeur de mon bien en étant au réel. Est-ce légal? Je pense que oui. Je confirme. Voilà. C'est OK. vraiment l'intérêt du réel. L'intérêt du réel, c'est vraiment de pouvoir venir amortir son bien et donc venir déduire une charge comptable chaque année avec des règles bien précises dans lesquelles on n'entrera pas aujourd'hui, mais avec Ouais. vraiment une doctrine très précise à respecter. Et quand on fait des travaux dans un bien, est-ce qu'on peut les déduire aussi ou les amortir? Alors la réponse va être c'est des travaux d'entretien, des travaux de par exemple d'agrandissement au pouvoir déductible. Si c'est par exemple des frais de jardinage ou de petit bricolage, ces frais-là peuvent passer en charge. Et par exemple, si on, j'ai eu le cas à titre personnel sur une rénovation de salle de bain. Oui. Je crois que c'était mon notaire qui m'avait dit que ça ne pouvait pas être enlevé de la plus-value parce que il s'agissait de rénover une salle de bain et non pas de créer une salle de bain. Je sais pas si c'est le même. Alors ouais, c'est très clair. Cette notion de distinction, on l'a lorsqu'on est en revenu foncier, donc en Ouais. location nue. Mais en location meublée, on peut vraiment tout déduire. Dès que c'est des travaux, on peut venir les déduire. Et en fait, ils vont venir s'ajouter en actifs. Donc, ils vont venir s'ajouter dans le prix d'acquisition et venir rajouter une charge supplémentaire. Souvent, les travaux vont être amortis entre 10 ou 15 ans. Ils vont venir s'ajouter chaque C'est année. là qu'on a des notions d'amortissement par différentes Par catégories. composant, c'est ça, par composant. Exactement. Ok, parfait. Bon, voilà, on a répondu à quelques-unes de vos questions déjà. On peut poursuivre? Donc, les autres points à retenir de la réforme fiscale, là, cette fois-ci, ils vont concerner le LMNP au réel. Donc là, sur ce point d'attention qui est significatif, il y a un impact qui est élevé. C'est encore en cours de vote. Donc on s'attend à avoir un vote définitif avant la fin de l'année. Mais vraiment, ce point est significatif. C'est la réintégration des amortissements au calcul de la plus-value pour les biens en location meublée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque je suis en LMNP au réel, donc en courte durée ou en longue durée, chaque année, je vais déduire des amortissements de mon résultat fiscal. Et là, ce que le projet de loi de finances prévoit, c'est tous les amortissements fiscaux que j'aurais déduits depuis la détention du bien. En cas de revente, ces amortissements seraient réintégrés dans le calcul de la plus-value et donc je paierai de l'impôt à la plus-value sur tous les amortissements que j'ai déduits. Donc l'impact, finalement, chiffré aujourd'hui sur un appartement qu'on a acheté 100 000 euros, je l'ai acheté donc avant la réforme, je l'ai acheté 100 000 euros il y a 10 ans, je le revends avant la réforme 120 000 euros. J'ai amorti environ 3% du prix du bien sur 10 ans, donc j'ai amorti 30 000 euros. J'ai une plus-value imposable de 20 000 euros, donc j'ai fait le prix de revente moins le prix d'achat. Et l'impôt, au bout de 10 ans, serait environ de 5 816 euros. Après la réforme, là, je revends toujours le bien, 120 000 euros. J'ai déduit 30 000 euros d'amortissement. Donc là, la plus-value imposable, où je vais devoir venir réintégrer les amortissements utilisés. La plus-value n'est plus de 20 000, elle va être de 20 plus 30 000, donc de 50 000. Et là, l'impôt estimé serait de 14 541 euros après la réforme. Donc là, finalement, en tant que propriétaire, si on vend son logement meublé après le 1er janvier 2025, on aurait une perte de liquidité, on toucherait moins que prévu parce qu'on repérait de l'impôt sur les amortissements déduits. Là, il Donc existe ça, quelques autres. Oui. pardon, c'est la seule partie du réel qui est remise en question. Pendant toute C'est la ça. durée d'exploitation et de propriété, en fait, le réel conserverait tous ses avantages. Oui. Par contre, le jour où vous vendez, effectivement, les amortissements seront réintégrés dans le calcul de la plus-value. Mais c'est la seule chose qui changerait là aujourd'hui. C'est ça. Vraiment sur le LMNP au réel, c'est le seul Oui. point d'attention où on doit être vigilant et sur lequel un vote
et fort probable et définitif avant la fin de l'année. Donc il y a des options possibles, hein. Mais il faut savoir que ces amortissements étudiés qui sont réintégrés, on a la même chose lorsqu'on est en SCI à l'IS. À l'SCI à l'IS, on vient finalement payer de l'imposition sur le prix de vente. Et si on sort l'argent de la SCI, généralement, on va reverser quasiment 50% du prix de vente aux impôts. Donc, pour éviter ça, quelles sont les options possibles? La première, ça va être que le bien redevienne sa résidence principale au minimum pendant 1 an, de louer le logement, finalement d'arrêter la location meublée et de le basculer en location nue avant de le vendre, ou de continuer l'activité mais de transmettre le bien en donation, démembrement. Et le dernier cas d'usage qu'on voit régulièrement, qui peut être un bon outil de structuration patrimoniale, c'est le passage en SCI à l'IS pour les activités de location meublée. Mais dans ce cas-là, dans ce dernier point, il faudrait se racheter le bien. C'est ça, très, très bonne remarque. Donc, il y a plusieurs cas. Soit on se rachète le bien, soit on vient apporter le bien à la SCI. Mais dans les deux cas, on va se retrouver à avoir des frais de mutation qui vont osciller entre 5 à 8% du prix du bien. Et donc, ils vont venir finalement gréver la rentabilité au moins pendant 1 à 2 ans. Mais la SCI alias, peut être un outil à étudier pour continuer de faire grossir son patrimoine et le transmettre. Avec d'autres impacts aussi, je le précise, dans certaines villes, puisque dans certains cas, les réglementations interdisent ou contraignent encore plus les personnes morales par rapport aux personnes physiques lorsqu'il y a des demandes de changement d'usage, par exemple. Je pense à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Saint-Malo également. On a des réglementations de plus en plus strictes et les personnes morales sont parfois quasiment interdites de changement d'usage. Donc, avant de s'engager pour une raison fiscale, il ne faut pas non plus négliger la partie réglementaire pour ne pas faire un impair. C'est ça. Donc là, on a vu la partie fiscale, mais on voit également qu'il y a d'autres impacts qui ont été votés, qui vont être des impacts réglementaires et qui concernent la location meublée courte durée. Que vous soyez au micro, au réel, là, vous êtes concerné. Donc l'autre impact, c'est la rénovation finalement énergétique. Là, dans le dernier texte qui a été voté le 19 novembre, on demande à tout propriétaire qui continuerait de louer leur logement au 1er janvier 2025 d'avoir un DPE avec une notation en F, en E en 2028 et en D en 2034. L'impact est significatif. Ça veut dire que si je suis propriétaire d'un bien en G, classé G, je ne peux plus le louer à partir du 1er janvier 2025. Donc ça, c'est dans 1 mois. Donc, c'est hyper proche. L'autre point, on a donné des outils. On a donné des outils réglementaires et législatifs aux communes. Donc là, chaque commune va avoir la capacité de baisser le nombre de nuitées de location sur la courte durée pour les résidences principales, de venir baisser ce nombre de jours de 90 au lieu de 120. Et l'autre point qui est important aussi, les communes qui ont plus de 20% de résidences secondaires pourront tout simplement venir modifier le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, et donc de réserver des zones géographiques, donc des quartiers, exclusivement à la construction de résidences principales et de venir interdire la location meublée dans certains périmètres de la ville. Donc là, on a vraiment doté les mairies et les collectivités vraiment d'outils pour venir réguler le marché de la location courte durée. Donc là, finalement, ces 3 points-là qu'on a vus, pour moi, sont encore plus importants que la partie fiscale parce que ces 3 points, si vous rentrez dans ce champ d'application, vous êtes carrément interdit de venir louer votre bien. Donc, c'est vraiment ce point de vigilance à avoir. Dans les autres points fiscaux, donc non votés, mais encore possible dans le projet de loi de finances 2025 et impactant la fiscalité immobilière dans son ensemble, il y avait eu des propositions de venir augmenter l'abattement sur le microfoncier, donc de passer de 50% au lieu de 30%. Là, aujourd'hui, on voit un peu moins de texte sur cette partie-là, donc peu probable que ça passe.
En revanche, l'autre point positif, c'est que pour les SCI à l'IS, donc là, vous êtes soumis à l'imposition sur les sociétés. Donc l'imposition sur les sociétés, lorsque votre résultat fiscal est inférieur à 42 500 euros par an, vous bénéficiez d'un taux d'impôt sur les sociétés à 15%. Au-delà, c'est 25%. Et donc là, on propose de remonter le seuil à 60 000 euros. Ça veut dire que, en tant que propriétaire, si je fais moins de 60 000 euros de résultat fiscal, donc là, quand on parle de résultat fiscal, c'est tous les loyers moins toutes les charges, les amortissements. Donc si je fais moins de 60 000 euros de résultat fiscal, je peux venir bénéficier d'un taux d'imposition à 15%. Donc c'est là où aussi la question de la SCI LIS peut venir se poser et être intéressante. Donc ça, ce n'est pas voté. Ça pourrait être introduit dans le projet de loi de finances qui est en cours de discussion au Parlement. C'est ça. Là, ce qui a vraiment été voté le 19 novembre, c'est vraiment la loi qui donne des instruments aux collectivités et aux mairies pour réguler la location courte durée. Donc finalement, comment répondre aux attentes fiscales des investisseurs? Pour répondre aux attentes, aux inquiétudes et aux évolutions, ça va être de venir challenger la situation et finalement de demander une simulation pour comparer les deux options fiscales entre le réel et le micro, si jamais vous êtes aujourd'hui au micro-BIC. On va intégrer au micro finalement votre tranche d'imposition, les revenus bruts de l'exercice. On va venir les comparer par rapport à la valeur de marché du bien, la surface et toutes les charges déductibles qu'on pourrait avoir. Et généralement, dans 90% des cas, le propriétaire a plus intérêt à utiliser le régime réel que le régime micro. Le deuxième point d'entrée, c'est souvent le numéro de siret obligatoire. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop de propriétaires, qu'on soit au micro ou au régime réel, qui n'ont pas enregistré leur logement, leur activité, et du coup qui n'ont pas obtenu le numéro de siret, qui est maintenant obligatoire. Donc là, c'est un des premiers points, c'est vraiment de contrôler est-ce que j'ai mon numéro de siret, est-ce que j'ai bien enregistré mon activité, est-ce que j'ai bien une immatriculation siret par adresse. Donc voilà les deux gros points finalement à venir contrôler dès maintenant. Je fais un petit point sur Clower, qui est spécialiste de la fiscalité locative. Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui ensemble? Pourquoi on est là aujourd'hui avec Antoine? C'est que la solution qu'on a développée, donc la solution fiscale Clower, va vous permettre d'obtenir une déclaration fiscale plus rapide, moins chère et plus optimisée. Aujourd'hui, Clower va gérer tous les régimes fiscaux, donc que vous soyez en LMP, LMNP, au micro, au BIC ou même en SCI, à l'IS ou SRL de famille. Clower va gérer tous les régimes fiscaux. Ça va vous permettre d'avoir une déclaration de revenus parfaitement optimisée. On va aussi choisir avec vous le meilleur régime fiscal si vous ne l'avez pas encore fait. On va pouvoir vous faire des simulations gratuites et comparatives. Clower permet également d'avoir une vision en temps réel des revenus et des charges de votre trésorerie locative, mais également de votre résultat fiscal. Donc là, grâce à la connexion bancaire, on va pouvoir connaître le résultat fiscal avant la fin de l'année et donc de pouvoir ajuster. En tant que propriétaire, par exemple, là, si je connais déjà mon résultat fiscal, il reste quasiment moins d'un mois avant la fin de l'année, j'ai un mois pour venir faire des travaux, changer le mobilier ou venir faire des dépenses pour venir baisser mon résultat fiscal et éviter de découvrir qu'au mois d'avril-mai 2025, que je paye finalement de l'impôt sur 2024. Au-delà de cette vision en temps réel, ça va permettre de gagner du temps par rapport à toute solution parce que vous pouvez soit saisir directement toutes vos transactions une fois par an, soit devenir, grâce à la synchronisation bancaire, ça va générer automatiquement votre comptabilité et votre fiscalité. Donc là, aujourd'hui, on a négocié ensemble un code promo pour tout abonnement annuel. Combien ça coûte? La tarification Clower est assez simple. Peu importe le régime fiscal, on facture 269 € TTC par an, l'alias fiscal, et ensuite vous venez rajouter 130 € par bien supplémentaire sur la même alias fiscale. Clower vous permet d'avoir vraiment une vision bien par bien.
Aujourd'hui, grâce à la tech, mais il y a également une équipe humaine qui vous permet de faire des simulations, de faire des démos et de répondre à toutes questions toute l'année. On arrive à se positionner à un prix, on va souvent être entre 2 à 3 fois moins cher qu'un expert comptable. Est-ce qu'il y a des questions, Antoine, sur cette partie-là? Plein de questions. Plein de questions. Alors, il y en a quelques-unes, il y en a qui sont identiques. Quelqu'un nous demande s'il y a un SIRET par adresse différente, c'est-à-dire que cette personne semble avoir plusieurs biens, et donc y a-t-il plusieurs CFE à payer dans ce cas? Alors, ça va dépendre si le bien est dans la même zone géographique ou pas. Voilà. Si, par exemple, si j'ai un bien à La Rochelle et un bien à Paris, je suis dans deux SIE différents, et donc dans ce cas-là, j'ai généralement 2 CFE. D'accord. Donc là, c'est vraiment, moi j'invite vraiment les propriétaires à venir prendre rendez-vous pour ces questions vraiment personnalisées qui sont au cas par cas. Est-ce que Clover gère le NU? Alors oui, Clover gère le NU. Le NU, c'est le revenu foncier. Donc le revenu foncier, on est à la fois au micro ou au réel, ou finalement en SCI à l'IR. Donc là, Clover gère ces 3 régimes fiscaux. Y a-t-il des changements fiscaux à prévoir pour une SARL de famille en 2020? Très bonne question. En SARL de famille, finalement, vous allez avoir on va avoir la réintégration, la réintégration des amortissements. Enfin, les amortissements qui ont été déduits seront réintégrés dans le calcul de la revente en SARL famille si on est à l'IR. Donc, parce que la SARL de famille à l'IR, finalement, permet de venir faire de la location meublée LMNP sous une forme de société. Voilà l'intérêt de la SARL de famille. Avec des spécificités en termes de financement ou de lien familial. C'est-à-dire que dès que le lien familial est rompu, imaginons un divorce où on fait rentrer quelqu'un qui n'a pas un lien de descendance direct, la SARL de famille bascule automatiquement en société à l'IS. Voilà, donc c'est un bon instrument, mais il y a quand même des points de vigilance à avoir sur la SARL de famille. Quelqu'un nous demande si on est obligé de pratiquer les amortissements. Très bonne question. Je dirais obligé non, mais c'est quand même très dommage de se priver d'une charge déductible chaque année. Voilà. Clairement. Et puis une petite dernière, quand on est au réel, les déductions ou les amortissements sont-ils prorata du temps de location du logement versus le temps d'occupation par le propriétaire? Ouais, c'est très bonne question. On va avoir la notion donc de temps. On va avoir la notion de temps passé. Imaginons que j'ai une résidence secondaire, je la garde finalement 6 mois pour moi, je la loue 6 mois. Donc les amortissements devront être proratisés par rapport au temps, à la durée. Et je vais aller plus loin, il y a aussi des propriétaires qui vont louer qu'une partie de leur logement. Et donc là, il y aura un prorata aussi sur la surface en mètres carrés. Donc on peut se retrouver à avoir un prorata de temps, mais aussi un prorata de surface utilisée. Ok. J'ai plusieurs questions, je la pose, ça sera la dernière pour l'instant. Sur la TVA du meublé de tourisme. Ça ne fait pas forcément partie aujourd'hui de la présentation, mais c'est un sujet et une petite musique qu'on entend depuis quelques mois. Est-ce que tu as des informations? Ouais, je vais préciser ce point-là. Au mois d'août 2024, il y a eu un texte sur la TVA sur les locations meublées qui a été voté, enfin qui a été adopté. Que dit ce texte? En fait, jusqu'avant cette proposition, la TVA sur les logements, donc la location meublée, ce qui s'apparente finalement de la para-hôtellerie, vous payez de la TVA qu'à la condition, de la TVA sur vos revenus locatifs, qu'à la condition où vous proposiez au moins trois prestations sur 4, donc la fourniture du petit déjeuner, certaines prestations. Là, ils ont les règles, donc les critères pour être exonéré de TVA ont été finalement
beaucoup plus restrictif, ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, chaque propriétaire qui fait la location meublée va se retrouver soumis à la TVA à 10% sur la location, sur les revenus locatifs, parce que vous fournissez, par exemple, une boîte à clés, parce que vous faites le ménage à l'arrivée et à la sortie. Donc, finalement, chaque propriétaire qui fait la location meublée courte durée est soumis à la TVA à 10% avec ces nouveaux textes. En revanche, il existe une franchise de seuil qui est de 34 400 euros. Donc, chaque propriétaire qui fait moins de 34 400 euros de revenus meublés n'est finalement pas soumis à TVA à 10% sur ses loyers. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, est-ce que c'est une menace ou une opportunité sur la TVA à 10%? La réponse, pour moi, est non, parce que si vous payez de la TVA à 10%, ça veut dire que finalement, vous pouvez déduire toute la TVA que vous avez payée à 20% sur toutes les prestations, le mobilier, tous vos achats que vous avez au quotidien, où on a quand même beaucoup plus de consommables lorsqu'on fait la location courte durée que la location classique. Donc là, vous devenez finalement assujetti à TVA. Donc, vous refacturez, vous payez de la TVA à 10%, vous allez pouvoir déduire celle que vous payez à 20%. Donc la problématique, c'est que ça vous incite à faire une déclaration fiscale, une CA3, une CA12, donc de manière supplémentaire. Est-ce que Clover gère cette déclaration fiscale et cette déclaration de TVA? La réponse est oui. Donc c'est un abonnement supplémentaire, mais oui, Clover est en mesure de gérer la déclaration de TVA pour les propriétaires. Ok. On vient de vous pousser donc sur le chat, sur la droite, le lien vers la solution Clover et sur le formulaire pour nous poser vos questions un peu personnalisées. Donc n'hésitez pas quand il s'agit de choses très spécifiques. N'hésitez pas à prendre contact directement à travers le lien. Avant de terminer et de se quitter, tu avais peut-être un résumé, Arnaud. Ouais. Le résumé, c'était finalement quelles sont les bonnes pratiques en courte durée en 2025, quels sont les recos que je donne à tous nos propriétaires. Le premier point, ça va être vérifier l'absence d'interdiction dans le règlement de copropriété si vous êtes en copropriété. 2, c'est surtout d'enregistrer son logement en mairie. Donc ça, c'est lié à la réglementation en mairie, mais globalement, on doit maintenant enregistrer son logement. Venez réaliser des simulations fiscales pour s'assurer que vous choisissez le bon régime. Pour la moindre question, pareil, n'hésitez pas à venir faire ces simulations qui sont importantes pour définir une stratégie de long terme, soit pour vendre, acheter ou réinvestir. On l'a vu tout à l'heure, on a beaucoup insisté sur le numéro de siret qui est obligatoire, que vous soyez au micro, au réel ou que vous louez dans le secondaire, même une semaine, c'est obligatoire. Le 5e point, c'est vraiment de suivre aujourd'hui, vu que on est quand même contraint avec ces réformes fiscales de principaux changements et donc de souvent un alourdissement de la fiscalité. Donc moi, je recommande vraiment de venir suivre précisément ces charges pour venir en déduire un maximum au réel. Donc là, l'outil Clover accompagne pour vraiment suivre ces charges sans que ce soit très complexe à réaliser. Et enfin, surtout pas oublier de déclarer ses revenus locatifs à partir d'avril 2025. Voilà la dernière bonne pratique. Ok, donc pour mémoire, pour rappel, les revenus 2024 ne seront pas soumis au cadre de ce qui va passer dans le projet de loi de finances 2025. Tout ce qui a été réalisé en 2024 sera bien soumis au régime réel ou aux amortissements en vigueur en 2024. Donc là, tout ce qui va suivre, c'est bien pour les futurs revenus 2025. C'est ça, exactement. Et ça a vraiment été écrit noir sur blanc. La déclaration de revenus 2024 sera sur la même base fiscale que les revenus 2023. Donc le vrai changement est au 1er janvier 2025. Quelqu'un me demande si Clover nous aide à définir les amortissements. Alors oui, on va même aller plus loin. En
fait, Clover engage sa responsabilité sur la cote par terrain et le calcul des amortissements. Et donc, c'est Clover qui vraiment calcule et intègre les amortissements dans votre liasse fiscale. Donc, vous avez vraiment rien à faire cette partie-là, mis à part renseigner le prix d'acquisition et les frais de notaire. Mais là, c'est Clover qui est responsable sur le calcul des amortissements. Est-ce que je complète la question? Est-ce que les frais d'agence, par exemple, peuvent être amortis si on est passé par une agence immobilière? Alors, très bonne question. Tu as deux possibilités. L'administration fiscale offre la possibilité soit de les déduire et de les passer en charge en totalité, soit de venir les amortir. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous avez deux biens, si le premier bien, vous les avez passés en charge, sur le deuxième bien, vous êtes dans l'obligation d'utiliser la même méthode. Voilà. Ok. Une petite dernière. Quelqu'un nous demande, concernant la réintégration de l'amortissement, donc je pense que c'est dans le cadre de la plus-value. Oui. Cette réintégration se calcule sur combien d'années? C'est là où c'est là où le législateur n'a pas clarifié la situation. Mais globalement, si on lit selon la proposition de texte, finalement, c'est dès lors que vous avez fait de la location meublée, vous devez réintégrer tous les amortissements que vous avez déduits, donc depuis le début. Depuis le début. Depuis le début de votre activité, sur le bien. Donc d'où aussi l'importance d'avoir vraiment un suivi bien par bien. Par ville? Par bien. Bien par ville. Bien par bien. Ok. Quelqu'un nous demande, mon comptable me dit que si j'achète avec mon mari, je dois être obligatoirement au réel. Donc, rôle de comptable, non? Là, c'est pareil, pour moi, c'est une question personnalisée où je pense que le comptable a dû intégrer peut-être le montant total des revenus. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un contexte il y a un particulier. contexte. Voilà, il y a un contexte particulier. Le comptable répond ça. C'est d'ailleurs pour ça que chez Cocooner ou chez Book & Pay, on ne fera jamais de conseils en matière de fiscalité parce que dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas l'intégralité de vos situations en tant que propriétaire. Et on ne peut faire un conseil déjà que si c'est notre métier, ce qui n'est pas notre cas. Et si on connaît l'intégralité des informations à savoir avant de donner des conseils en matière de fiscalité. C'est vraiment l'intégralité de votre situation qui pourra faire un conseil. Mais nous, en la matière, on a très rarement l'intégralité de vos situations. Quelqu'un me demande, c'est intéressant, n'ayant pas de numéro de SIRET, est-ce pour cela que nous payons la taxe d'habitation? Je dirais que c'est pas forcément lié. C'est plutôt la taxe d'habitation, elle peut être contestée si vous n'utilisez pas le logement à titre personnel. Et donc, dans ce cas-là, de vraiment le justifier par un contrat de conciergerie, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Contrat, mandat de gestion exclusif, c'est très important. Vous ne vous en réservez pas l'utilisation, ne serait-ce même qu'une seule nuit par an. Vous ne disposez pas des clés. Vous ne pouvez pas accéder au logement. Et nouveauté peut-être qui renforcerait le dossier pour être exonéré de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Comme nous l'a suggéré Arnaud, être classé est un plus. Et donc, si vous avez un avis de classement, ne pas hésiter à le joindre à votre demande d'exonération que vous faites sur la messagerie du site impôt.gouv.fr en disant j'ai reçu ma taxe d'habitation sur les résidences secondaires, je n'ai pas à la payer pour telle et telle raison. Je vous transmets les documents, le mandat de gestion Cocooner ou le mandat de gestion Book & Pay qui est exclusif, sur lequel vous ne vous donnez pas la possibilité d'utiliser votre logement. Par contre, si vous utilisez votre logement ne serait-ce qu'une seule nuit, vous êtes redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est une obligation. Et on ne peut rien y faire. Pour le classement, le nombre d'étoiles est-il important? Je vais y répondre non. Pour l'abattement forfaitaire, que vous soyez classé 1 ou 5 étoiles, peu importe, l'abattement est le même. Quelqu'un nous demande si vous aurez accès au support.
La réponse est oui. Vous aurez accès au replay de ce webinaire. Donc, vous pourrez regarder, faire des pauses, revenir en arrière sur des points qui ne vous ont pas semblé clairs. Vous avez accès donc au formulaire qu'on a disposé dans le chat, le petit lien pour poser éventuellement vos questions supplémentaires. On essaiera de répondre un maximum de questions. En tout cas, n'hésitez pas. J'espère que ce webinaire vous a plu, que ça a répondu au moins partiellement à ce que vous aviez en tête, aux questions que vous vous posez. Voilà, on espère vous retrouver très vite. N'hésitez pas à compléter. Merci Arnaud pour toutes les explications que tu nous as données. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été là. Pour tous ceux dont j'ai vu apparaître le nom et que je connais, je vous salue. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée.